Super. Est-ce que vous arrivez à voir les diapos? Oui, Oui, monsieur. Alors, oui, je vais essayer de défiler le diapo. Est-ce que ça passe chez vous? Ça passe? oui, ça passe. Oui, monsieur, ça passe. Très bien. Alors, bonjour à tous. Content de vous retrouver en quatrième année. Nous commençons aujourd'hui l'enseignement du module de cardiologie, qui se fera toujours à distance via cette plateforme, vu la persistance de cette pandémie. Et nous espérons toujours vous voir en présentiel prochainement, Inch'Allah. Alors, notre premier cours en cardiologie est un chapitre très important pour vous tous, non seulement pour le module de cardiologie, mais aussi pour votre pratique ultérieure. Il s'agit de l'ECG. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'ECG normal et pathologique et nous continuons demain toujours avec l'ECG, avec les troubles de la conduction et les troubles du rythme. Un petit rappel historique, donc c'est le plus ancien examen complémentaire qui date depuis plus d'un siècle. Donc c'est Einthoven qui a inventé le premier électrocardiographe en 1903. Et voilà une petite image de l'appareil ECG. Donc, l'ECG reste un examen qui doit être à la portée du médecin généraliste. Donc, il doit être à la portée du médecin généraliste et non pas au cardiologue. Donc, même le médecin généraliste dans sa pratique, il doit interpréter, pratiquer et réaliser des ECG parce que c'est un outil très important en matière de certaines pathologies qu'on verra au fur et à mesure pendant l'enseignement de ce module. Donc, le CG, il garde toujours sa place en cardiologie et en médecine générale, et cela malgré les nouvelles techniques d'exploration. On a actuellement l'échocardiographie, on a la coronarographie, on a le Doppler, on a le scanner cardiaque, on a l'IRM cardiaque, mais le CG garde toujours sa place parce qu'il y a des pathologies où le diagnostic il est fait uniquement par le CG. Donc c'est uniquement, on a besoin uniquement d'un ECG qui n'est pas coûteux, qui est facilement disponible et qui va confirmer le diagnostic. Alors comme définition, c'est l'enregistrement en fonction du temps du courant d'action lors de sa contraction. Donc, on parle que le CG, c'est l'image électrique de l'activité cardiaque. Est-ce que vous êtes en train de m'envoyer des messages, je pense? Donc, vous arrivez à entendre, la qualité de son, elle est bonne, on continue? C'est bon, monsieur. Oui, monsieur, Très c'est bon. bien. Donc, s'il y a un problème ou un petit souci, vous pouvez juste me dire. Il faut juste me dire. Comme ça, je m'arrête et voilà, et on répare le problème. Alors, sur le plan cardiaque, il y a il y a ce qu'on appelle le tissu nodal. Donc, c'est le tissu nodal qui est responsable de ce qu'on appelle l'activité électrique cardiaque. Donc, on a le nœud de Kate-Flack, bien le nœud sinusal situé au-dessous de la veine cave supérieure, qui va générer l'influx nerveux, qui par la suite, il va donner ce qu'on appelle un potentiel d'action et une contraction musculaire cardiaque. Donc, c'est le nœud sinusal. Après l'influx, il va passer vers l'étage auriculaire et il va stimuler les deux oreillettes. Et après, il passe à l'étage ventriculaire à travers le nœud oculoventriculaire qui va se diviser en deux branches à partir du faisceau de His en branche droite et la branche gauche, elle donne elle-même une branche antérieure, une branche postérieure et il se terminera par ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Alors, quelques principes de base pour comprendre l'électrocardiogramme. Donc, on a la théorie des dipôles et des électrodes. Donc, on va placer une électrode et on connaît le trajet de l'influx. Donc, et par la suite, on connaîtra comment elle sera l'onde
par la suite. Donc, si on a par exemple une électrode dans l'exemple numéro 1, placée en électrode B, et le trajet de l'influx, il se dirige vers cette électrode. Donc, l'influx, il va être enregistré par une électropositivité. Alors, dans l'inverse, dans l'exemple numéro 2, si l'influx, il va fuir l'électrode 2, donc l'enregistrement, il se fera par une électronégativité. Maintenant, si on place notre électrode dans l'exemple numéro 3 au milieu, donc on aura une partie positive et une partie négative. Donc, c'est ce qu'on appelle un complexe diphasique. La même chose et au contraire, la repolarisation, elle se fait de la même manière, sauf que ici, si l'influx se dirige, si la repolarisation elle se dirige vers l'électrode, comme dans l'exemple 4, dans l'électrode B, donc il y aura une repolarisation négative. En cas où la repolarisation, elle fuit l'électrode, donc elle est dans le sens inverse, la repolarisation, elle sera positive. Donc, il y a une technique pour l'enregistrement de l'ECG. Donc, vous allez voir tout ça au moment des stages dans le centre de simulation. On va vous montrer comment on pratique, comment on enregistre l'ECG. Et voilà, il y a des électrodes. On a des électrodes périphériques et on a des électrodes précordiales. Donc, il y a un emplacement pour chaque électrode pour réaliser un ECG. Voilà, donc ça, c'est un mémotechnique pour les couleurs des électrodes périphériques. Donc, rien ne va jamais. Donc, rouge, noir, vert et jaune. Le rouge et noir pour le membre, le côté droit, et le vert et le jaune pour le côté gauche. Bien sûr, jaune, c'est le bras gauche et le rouge, c'est le bras droit. Il y a même des électrodes précordiales. Donc, on a la première électrode qui se place au quatrième espace intercostal droit. 2, c'est toujours le quatrième espace intercostal gauche. Après, on place au milieu la ligne médioclaviculaire au niveau intercostal gauche, on place la dérivation V4. Et entre les deux, V2 et V4, on place la V3. Puis, la V5, c'est la ligne axillaire distale. Et voilà. Et après, le V6, toujours dans la ligne axillaire distale et la ligne axillaire postérieure en cinquième espace intercostal. Donc, chaque dérivation, elle va explorer un territoire déterminé au niveau du cœur. Donc, c'est les dérivations, ils vont enregistrer le cœur en même temps. Donc, et chacune, elle va regarder le cœur dans un angle bien déterminé. Comme par exemple ici, V1 et V2, ils vont regarder ce qu'on appelle le côté droit. Et V3 et V4, c'est le côté septal. V5, V6, c'est le côté latéral. Donc, c'est la même chose aussi pour les dérivations périphériques qui vont regarder le cœur soit en position, dans la position basale inférieure, c'est l'AVF. L'AVR, c'est la partie derrière le cœur, c'est la partie postérieure derrière le cœur. Et l'AVL, c'est la partie latérale haut. La même chose pour D1, D2 et le D3. Donc, chacune de ces dérivations va regarder le cœur dans un angle bien déterminé. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on connaît l'emplacement de chaque dérivation par rapport au cœur, il est possible de dire si l'onde électrique se dirige vers cette dérivation ou s'éloigne, parce que nous connaissons aussi le trajet de l'influx nerveux et en connaissant aussi la position du cœur au niveau du thorax. D'accord? Donc, ceci est très simple à apprécier parce que le courant électrique qui se dirige vers une dérivation produit une déflexion orientée vers le haut, positive sur le CG, tandis que le courant qui s'éloigne produit une déflexion dirigée vers le bas, négatif. Et nous allons voir un exemple ici. Donc, par exemple, on a l'onde P qui représente la dépolarisation auriculaire. Elle est positive en D2 parce que la dépolarisation auriculaire se dirige vers cette dérivation. Mais elle est négative en AVR. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle regarde l'oreillette dans la direction opposée. Donc, voilà. Donc, on a ici AVR qui va regarder le cœur vers l'arrière
et on a D2 qui elle est là. Donc l'influx se dirige D2, elle enregistre l'influx de la gauche vers la droite. Donc c'est pour cela, donc l'influx va passer directement vers D2, elle est là, et on aura une onde de P positive. Par contre, AVR, elle est dans le sens opposé. Donc c'est pour cela, l'onde de P en AVR, elle est négative. Alors, l'enregistrement de l'ECG, il se fait bien sûr sur un papier millimétrique pour faciliter la mesure et le calcul des ondes et des dérivations. La vitesse, on a un étalonnage. Donc, la vitesse de déroulement du papier, elle est habituellement de 25 mm par seconde et 1 mm représente 0,04 secondes. Les amplitudes sont mesurées en millivolts et l'étalonnage habituel, il est 10 mm égale 1 millivolt. Donc, avant d'interpréter un ECG, il faut s'assurer de la qualité de l'enregistrement en particulier et il faut éliminer ce qu'on appelle les pièges ECG. Donc, quels sont les pièges ECG? On a l'absence de défaut de l'étalonnage, on a la stabilité de la ligne de base et l'interférence, et aussi un point très important qui est l'absence de l'inversion des fils. Par exemple, on ne doit pas confondre entre le bras gauche et le bras droit. Donc, on n'a pas inversé les électrodes. Et comment on vérifie cette erreur? Donc, par la recherche de l'onde de P en D1. Si l'onde de P elle est négative en D1, donc dans la majorité des cas, il y a une inversion des électrodes. Donc, on devrait toujours refaire le CG pour vérifier si on a bien positionné les électrodes. Maintenant, il y a des cas exceptionnels où on pourra avoir une onde de P négative en D1, mais c'est vraiment exceptionnel. Là où le nœud sinusal, il est situé en bas au niveau du sinus coronaire. Alors, le CG, l'enregistrement, voilà un exemple. Donc, on a l'étalonnage en haut et voilà un petit carreau comme celui-là. Donc, le petit carreau, il est égal à 0,04 secondes et un gros carreau égal à 0,02 secondes. Ça, pour faciliter les mesures des intervalles. On donne l'abréviation en majuscule, c'est si l'étalonnage est supérieur à, si les amplitudes elle est supérieure à 0,5 millivolts, et en minuscule, si on a une faible amplitude des dérivations, des déflexions cardiaques par le CG. L'analyse de l'ECG, elle doit être méthodique et systématique. Donc, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une méthode générale, mais par contre, vous devez, chacun de vous, il doit planifier une méthode pour l'analyse de l'électrocardiogramme. Donc, elle comporte au minimum l'étude de la fréquence et du rythme cardiaque, la dépolarisation auriculaire, donc l'onde de P, la conduction oculoventriculaire, la durée de l'intervalle PR, bien exactement PQ, et la dépolarisation ventriculaire, donc les complexes QRS. On va étudier l'axe QRS, la morphologie et les amplitudes des déflexions QRS, et la durée des complexes, et la durée des déflexions aussi. Et après, on termine par la repolarisation ventriculaire. Donc, on va vérifier le segment ST, la morphologie de l'onde de T, la durée de l'espace QT et l'onde de U si elle existe. Donc, la synthèse de ces différentes informations permet de proposer ce qu'on appelle un diagnostic ECG, ou bien un diagnostic électrocardiographique, qui doit être toujours confronté aux données cliniques et radiologiques et éventuellement aux autres examens complémentaires. Donc, un ECG normal n'est pas synonyme d'un cœur normal. Et inversement, certaines anomalies électrocardiographiques correspondent à aucune cardiopathie. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle quelques variabilités électriques qu'on pourra parfois confondre comme étant pathologiques. C'est pour cela qu'on doit toujours interpréter un ECG dans un contexte clinique. Donc ça, c'est pour vous rappeler les déflexions ECG en allant de P, segment PR, QRS, ST et l'onde de U. Voilà, donc l'intervalle PR, c'est à partir,
un point très important, on le mesure à partir du début de l'onde P jusqu'au début de complexe QRS. On a aussi l'intervalle QT qui se mesure du début de complexe QRS jusqu'à la fin de l'onde T. QRS, c'est le début, bien sûr, du complexe QRS. Et voilà. Donc, on va voir tout ça en détail. Donc, ça veut dire quoi un ECG normal? Lorsque vous allez entendre ECG normal, il faut avoir derrière dans la tête, c'est que la signification d'un ECG normal, elle a vraiment plusieurs, on va éliminer plusieurs pathologies. Ce n'est pas un mot comme ça normal, mais ça veut dire qu'on a éliminé, qu'on a un rythme régulier sinusal, donc on a éliminé des troubles du rythme, qu'on a éliminé des troubles de la conduction oculoventriculaire et intraventriculaire, qu'on a éliminé des signes d'hypertrophie atriale et ventriculaire, que l'axe QRS est normal, qu'il n'y a pas de signe d'ischémie ou de nécrose et que la repolarisation ventriculaire elle est normale. Donc tout ça, il faut éliminer tout ça pour dire c'est que l'ECG est normal. C'est pour cela, parfois, il faut être sémiologique parce que ce que nous, on vous demande, c'est juste de décrire. Et après, il ne faut pas tirer directement des conclusions, mais parfois, il faut dire que moi, j'ai éliminé, par exemple, le rythme il est régulier sinusal, il n'y a pas de si, au lieu de dire directement en conclusion dans une question d'examen, par exemple, que le CG est normal. Mais il faut, parce qu'il y a toujours parfois des anomalies cachées que vous pouvez passer à côté. Donc, il faut parfois décrire tous les plans sémiologiques, tous les chapitres, éliminer les chapitres, et comme ça, en conclusion, vous pouvez dire que le CG est normal. Alors, le rythme et la fréquence cardiaque, c'est le rythme sinusal, c'est qu'il y a une onde P d'origine sinusale, un point très important, elle peut être ectopique et on pourra avoir un rythme atrial non sinusal, donc l'onde P, elle doit être sinusale et suivie d'un complexe QRS et l'onde T, donc c'est ça qui traduit que le rythme, il est normal et sinusal. La fréquence cardiaque normale, elle varie entre 50 à 100 battements par minute. Il y a de cut-off entre 60 et 100. Nous, on va rester entre 60, disons 100. Donc, pour parler d'une fréquence cardiaque normale. Donc, en absence d'une réglette, comment on calcule la fréquence cardiaque? C'est simple, on va diviser 300 sur le nombre de gros carreaux de 5 mm séparant les deux complexes, comme l'exemple ici. Donc, on a 300 divisé sur 1, 2, 3, 4, 5, et on a une fréquence à 60 battements par minute. Ou bien il faut mettre dans la tête les chiffres 300, 100, 150, 175, 60 et 50. Et on va donner au premier trait après l'onde R. Si on a par exemple l'onde R suivante, elle est là, donc on a une fréquence à 300. Si elle est là, elle est à 150, puis 100, 75. Après, entre 60 et 75. On ne vous demande pas de donner la fréquence cardiaque exacte, mais juste de situer, il faut vous dire qu'elle est aux alentours, par exemple, de 60, ou bien entre 60 et 75, elle est entre 75 et 80, donc c'est juste approximatif pour dire qu'elle est dans les normes, ou bien il y a une tachycardie, elle est supérieure à 100, donc elle est par exemple à 150, ou bien il y a une bradycardie inférieure à 50. Ça, cette méthode, elle n'est pas aussi, elle n'est pas fiable si le rythme il est irrégulier. Donc, on pourra utiliser cette méthode, sauf si le rythme il est régulier. Par contre, si le rythme il est irrégulier, donc nous devons calculer ce qu'on appelle le nombre de gros carreaux intercalés dans le complexe QRS dans un intervalle de 100 de secondes. Donc, nous allons calculer le nombre de complexes QRS comprises dans l'espace de 30 comptes carreaux, ce qui est équivalent de 6 secondes, et on multipliait le compte fois 10 pour avoir la fréquence par minute. Voici un exemple. Donc, on a ici 30 gros carreaux de 5 mm. Nous allons compter le nombre de complexes QRS. On a ici 11 complexes QRS, donc 11 fois 10, et on a 110 battements par minute. Ça, lorsque le rythme il est irrégulier. Alors, pour la dépolarisation auriculaire, on a l'onde P. Donc, c'est ça la dépolarisation auriculaire. Donc, on doit mesurer la durée et l'amplitude.
Donc, sa durée normale, elle est inférieure à 0,12 secondes. Son amplitude normale, elle est inférieure ou égale à 2,5 mm. 2,5 mm et non pas millivolts. Donc, c'est par millimètre. Généralement, elle est maximale. Donc, on recherche l'onde de P, généralement en D2, D1 et V1. Elle est bien visible en D2, donc on mesure en D2 l'amplitude et la durée. La conduction oculoventriculaire, donc il y a un intervalle il est compris entre 0,12 et 0,20 secondes. Donc 3 petits carreaux et 5 petits carreaux, ou bien un gros carreau de 5 mm. Ce délai se mesure à partir du début de l'onde de P au début de complexe QRS. Il comprend le temps de conduction de l'influx de l'oreillette au ventricule. Donc il diminue bien sûr avec l'âge, il augmente, il s'accélère généralement. Si la fréquence cardiaque s'accélère, il est diminué et augmente aussi avec l'âge. Il y a une nomenclature, donc l'onde R désigne la première déflexion positive. Donc la première déflexion positive, c'est l'onde R. S'il y a une onde négative avant la première, donc avant l'onde R, elle s'appelle l'onde Q. L'onde négative après l'onde R, elle s'appelle l'onde S. Donc, si on a deux ondes positives, on donne le nom de R pour la première et l'onde R' pour la seconde. La même chose pour les ondes négatives. La première, après l'onde, bien sûr, après l'onde R, c'est S. La deuxième, si on a une deuxième, on donne la nomenclature S'. Maintenant, si on n'a pas une onde positive, on a uniquement un complexe QRS négatif et on ne sait pas est-ce que cette onde, c'est l'onde R, c'est l'onde S ou bien l'onde Q. Donc, on désigne ce complexe QRS par l'aspect QS. Et bien sûr, on précise les complexes QRS par majuscule si on a des amplitudes très élevées. Maintenant, si on a des amplitudes faibles, on précise par les lettres minuscules. L'axe QRS normal, il est aux alentours de 60 degrés. Avec une grande variation, c'est le sujet normal, entre 0 et 90 degrés. Donc, si l'axe il est entre 0 et 90 degrés, il est normal et il varie en fonction de la morphologie du thorax. Voilà, donc s'il est entre 0 ici et AVF 90 degrés, dans le cadran à droite et en inférieur, il est positif. Maintenant, s'il est derrière le D1, donc il est dévié vers la gauche. S'il est après AVF, donc il est dévié vers la droite. Maintenant, s'il est aux alentours de AVR, on parle d'une déviation axiale en extrême droite. Il faut avoir toujours dans la tête ce qu'on appelle le double triangle de Breilex, ce cercle-là, et les différentes dérivations périphériques avec les degrés. Par exemple, D1, il donne 0 degré, AVF, c'est en bas et c'est plus 90 degrés. L'autre partie de AVF, elle est en haut et elle donne moins 90 degrés. Donc AVL, elle est là à moins 30 degrés et l'autre partie, elle est là et elle est de plus 150 degrés. D3, c'est plus 120 degrés, D2, c'est plus 60. Bien sûr, on pourra continuer la dérivation des deux D3. Donc, pour D3, c'est plutôt moins 120 degrés. AVR, si elle est positive, elle est là et on a moins 150 degrés. Ça, c'est pour calculer l'axe exact du cœur. Et on a des méthodes pour calculer l'axe du cœur. Donc, on a une règle rapide pour déterminer l'axe cardiaque. Donc, si les complexes QRS sont positifs en majorité en D2 et D3, l'axe cardiaque, il est normal. Donc, vous allez regarder directement D1 et D2. Vous allez trouver que le complexe QRS il est en majorité positif dans ces deux dérivations. Nous allons conclure que l'axe QRS il est normal, mais on n'a pas donné ce qu'on appelle une valeur algébrique de l'axe. Donc, il est normal. Donc, il peut être soit à 0 degré ou bien entre 0 et 90 degrés.
Pour maintenant avoir une méthode, d'autres méthodes pour calculer l'axe QRS, on a ici la méthode, on va regarder le QRS en D1. C'est QRS en D1, il est positif, donc l'axe QRS, il se situe dans l'hémicercle droite. Donc, si l'axe QRS il est négatif en D1, donc il est dans l'hémicercle gauche. On va par la suite regarder AVF. Si AVF positif, donc l'axe QRS il est dans l'hémicercle inférieur vers le bas. S'il est négatif, il est vers le haut, dans l'hémicercle supérieur. Et on va tracer un cercle et on va voir la partie, on a les deux côtés. Donc, si par exemple, ici, dans le cadre normal, on a AD1 positif et AVF positif, donc l'axe QRS, il est normal. Maintenant, si on a AVF positif et D1 négatif, ça veut dire qu'il y a une déviation axiale à droite. AVF négatif et D1 positif, on a une déviation axiale vers la gauche. On a d'autres méthodes pour calculer l'axe QRS. C'est les méthodes, par exemple, les méthodes des parallèles et des perpendiculaires. On pourra dire que l'axe QRS, il est parallèle à la dérivation où l'amplitude, elle est la plus élevée. Ou bien il est perpendiculaire à la dérivation où il y a une électronégativité, c'est-à-dire positive et négative, d'une façon égale. Donc, l'axe QRS, elle est perpendiculaire à cette dérivation. Donc, on regarde la dérivation perpendiculaire, si elle est positive, donc il est directement vers, par exemple, si elle est AD2, il est à plus 60. Maintenant, s'il est AD2 et négatif, donc il est à moins 750 degrés. On pourra peut-être par la suite de détailler tout ça au moment des stages et au moment de la simulation. On pourra aussi calculer la valeur algébrique directe de l'axe QRS par les mesures des mesures de la durée et des amplitudes des déflexions. Donc, comme ici en D1 et AVF, et on trace sur un cercle et on trace l'axe et on pourra calculer la valeur algébrique directe de l'axe cardiaque. Alors, l'amplitude des QRS, donc l'amplitude de S en V1 plus, on a des indices, donc pour voir les amplitudes de QRS, on a des indices à calculer, comme l'indice de Sokolov ou l'indice de Cornell. Donc, si par exemple ici, comme l'indice de Sokolov, il doit être inférieur à 35 mm. Un point très important aussi à l'ECG, c'est que en V1, le QRS, il est toujours négatif. Donc, le rapport R sur S en V1, il est toujours négatif. S'il est positif, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ça, c'est un point très important pour le CG. Lorsque vous regardez le V1, vous devez toujours voir un QRS négatif. S'il est positif, on est en bloc de branche droit ou bien une HVD, une hypertrophie ventriculaire droite. Alors, la durée de complexe QRS, donc les complexes QRS sont fins, donc la durée elle est courte, elle ne va pas dépasser 2 petits carreaux, donc elle est de 0,08 secondes. Au-delà de 0,10 secondes, il s'agit d'un trouble de conduction intraventriculaire. Le segment ST qui sépare le QRS et l'onde T, donc il est relié au segment QRS parce qu'on appelle le point J. Donc ce segment, il doit être normalement isoélectrique, donc on doit suivre la ligne de base de QRS. L'onde T, elle est habituellement de faible amplitude, elle est asymétrique avec une pente ascendante plus faible et une pente descendante plus marquée de la même sens que QRS. Donc, il va suivre le QRS. Par exemple, si le QRS positif, donc généralement, même l'onde T, elle est positive. Donc, elle est normalement positive dans la majorité des dérivations. Parfois, on trouvera une onde T diphasique ou bien négative dans les dérivations D3 et V1 et elle doit être considérée comme physiologique. L'onde U, donc, elle a une signification
qui n'est incertain, donc on ne connaît pas la signification exacte de l'onde U. Donc c'est une petite onde qui suit l'onde T et on les voit généralement dans les dérivations précordiales, donc V3 et V4. Donc le calcul d'intervalle QT, on le calcule à partir du début du complexe QRS jusqu'à la fin de l'onde T. Il doit être vérifié par rapport à la fréquence cardiaque. Donc voilà l'espace QT. Donc on a ce qu'on appelle la formule de Bazet pour calculer l'intervalle QT. Donc on part de l'intervalle QT corrigé. C'est le QT mesuré sur la racine carrée de l'espace RR. Donc normalement il est inférieur, le QT corrigé, il est inférieur à 45 millisecondes. Ça, c'est un paramètre très important. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des syndromes de QT long congénital où l'intervalle QT il est allongé et c'est des patients en bonne santé qui peuvent présenter ce qu'on appelle une mort cardiaque subite, surtout à la pratique sportive. Donc c'est pour cela on le calcule chez les sportifs. Il peut être parfois allongé, s'il est allongé, donc il est pourvoyeux d'un ce qu'on appelle un trouble du rythme cardiaque mortel. Donc parfois il est allongé par une hypokaliémie, par exemple, hypocalcémie, certains médicaments. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé dans certaines périodes de pandémie pour le calcul, la mesure de l'intervalle QT, surtout au début de la pandémie et avec le traitement de l'hydrochloroquine. Donc, l'hydrochloroquine, elle allonge l'intervalle QT et chez certains patients, et c'est des malades qui pourraient présenter des troubles cardiaques mortels. Donc, c'était au début de la pandémie du Covid-19 et on devrait faire un ECG avant de commencer le traitement et après 72 heures du début du traitement pour vérifier si l'hydrochloroquine n'a pas allonger l'intervalle QT ou bien pour autoriser le traitement par cette molécule. Alors, le CG normal, il est de l'enfant, il est différent par rapport à l'adulte. Donc, chez l'enfant, on a tendance vers une fréquence cardiaque plus rapide, aux alentours de 120 à 140 battements par minute. Les intervalles PR et l'onde P, on a des intervalles plus courts. Et on a une prépondérance. Vous savez que à la naissance, c'est le ventricule droit qui assure la fonction d'éjection à travers à travers le foramen ovaire et à travers le canal artériel qui est perméable dans la période prénatale. Donc, c'était le ventricule droit qui assure la circulation systémique à travers le canal artériel. Et c'est au moment à la naissance où le canal artériel il se ferme et le foramen ovale aussi, que le ventricule gauche il va prendre le relais pour la circulation systémique. Donc, c'est normal à la naissance, on a une hypertrophie ventriculaire droite. C'est pour cela on trouvera un axe dévié vers la droite à la naissance et des ondes R qui sont positifs en précordial droit, avec même des ondes T négatives. Cet aspect, il va, avec le temps, on continue, on va avoir un ECG normal à l'âge, disons, l'âge adulte, voilà. Ce que vous voyez dans vos écrans, c'est un ECG normal, d'accord? Donc, avant d'interpréter cet électro, je vais vérifier l'étalonnage, il est correct. Je vais vérifier qu'il n'y a pas une inversion des électrodes. Donc, on a en D1, en 2P, elle est positive. On a une ligne de base, elle est stable, donc il n'est pas parasité. Donc, je commence à interpréter un ECG. Donc, c'est un ECG à 12 dérivations. Pourquoi 12 dérivations? Parce qu'on a aussi des ECG à 18 dérivations. C'est les dérivations droites et basales qu'on pourra demander par la suite. On pourra détailler ça par la suite. Donc, c'est un ECG de 12 dérivations. Il est en rythme régulier sinusal. Pourquoi? Parce qu'il y a une onde de P d'aspect normal devant chaque. La fréquence cardiaque, elle est aux alentours de 70 battements par minute. L'axe QRS, il est
normal, donc il suit le D2, donc il est généralement à 60 degrés. Pourquoi? Parce que en D2, c'est la dérivation où le QRS il est uniquement positif. Donc c'est ça la méthode des parallèles. Donc l'axe QRS, il est dans cette dérivation. La méthode des parallèles, c'est que je vais regarder, comme dans cet exemple, le QRS où il est moitié positif, moitié négatif égal. Donc, c'est, par exemple, il est dans AVL. Donc, je dis que l'axe QRS, il est perpendiculaire à AVL. Donc, AVL, c'est moins 30. La perpendiculaire de moins 30, c'est quoi? C'est plus de 60. Plus de 60, c'est quoi? Je vais regarder le D2. Donc, D2, comment il est? Positif, donc il est à plus de 60 degrés. Donc, si elle est négative, donc il sera vers l'autre côté à moins 150 degrés. Voilà. Donc, l'onde P, elle est de durée normale inférieure à 3 petits quarts, donc inférieure à 0,12, et d'amplitude normale inférieure à 2,5 mm. Et la durée de l'espace PR, ici, il est à 160 millisecondes, donc inférieur à 200 millisecondes, et on n'a pas de trouble de la conduction ventriculaire. Le QRS, ils sont fins, ils ne sont pas allongés. On regarde le V1, donc on a V1 négatif, R sur S en V1 est inférieur à 1, les indices ici sont normaux, la repolarisation elle est normale, l'onde T normale, et on conclut vers, donc on a éliminé toutes les pathologies qu'on va voir maintenant. Alors, le CG pathologique. On commence toujours l'analyse du tracé par une analyse générale. L'analyse générale comprend la fréquence, le rythme et l'axe, puis une analyse spécifique du tracé qu'on va voir, l'onde P, l'espace PR, complexe QRS, segment ST, l'intervalle QT, l'onde T. Donc, chacun de vous, il va créer sa méthode. La méthode la plus logique, c'est de commencer par l'onde P et terminer par l'onde T. Parfois, on se retrouve avec des étudiants qui vont mesurer, qui vont commencer par la repolarisation. Vrai ou faux, donc il faut être logique. Donc, commencer de l'étage supraventriculaire et on va descendre vers l'étage ventriculaire. Comme ça, on ne risque pas de passer à côté à certaines pathologies. Parce que je peux commencer directement par la repolarisation. Je vais trouver des troubles de la repolarisation qui sont graves. Donc, je vais être attiré par ces troubles et je conclus directement. Par exemple, je dis il y a une lésion sous-épicardique, un sujet cardiaque segment ST. Donc, c'est un IDM, c'est une urgence. Et je n'ai pas regardé le rythme et je tombe sur un rythme, une arythmie cardiaque et j'oublie de dire que le rythme n'est pas sinusal. Donc, la fréquence cardiaque, on ne va pas revenir sur la fréquence cardiaque. Donc, on a la nature du rythme, on a plusieurs origines du rythme. On peut avoir un rythme sinusal, rythme atrial, ou bien un rythme jonctionnel, ou bien un rythme ventriculaire. Donc, le rythme sinusal, il signifie que l'onde P, elle est visible devant chaque complexe QRS et elle est de morphologie normale et constante. Et l'espace PR, il est constant. Pour parler d'un rythme régulier sinusal. Donc, il faut avoir une morphologie normale et constante de l'onde P, avec un espace PR qui est constant. Et vous avez deux exemples devant vous. On a le CG, la partie inférieure, il est normale, et au-dessus, il y a ce qu'on appelle un trouble du rythme. Ici, on a ce qu'on appelle la fibrillation atriale. Donc, c'est une contraction anarchique des oreillettes, et on n'a pas une onde P. Le rythme, il est irrégulier, et elle est remplacée par ce qu'on appelle des ondes F de fibrillation. Et cela fera l'objet du cours de demain. Donc, on va détailler tout ça, les troubles du rythme supraventriculaire et ventriculaire. Donc, on doit rechercher comme ça, espace RR égaux, et devant chaque complexe QRS, on a une onde de P. Donc, pour dire que le rythme cardiaque, il est sinusal et régulier. Pour avoir une bradycardie sinusale ou bien une tachycardie sinusale, si le rythme il est supérieur à 100 battements par minute. Les hypertrophies auriculaires,
Donc, on recherche les hypertrophies auriculaires. C'est l'onde de P qui va nous renseigner de l'hypertrophie oculaire. Elle peut être droite ou bien gauche. Donc, on parle de l'hypertrophie si l'onde de P elle est supérieure à 2 mm. On parle d'une hypertrophie auriculaire gauche de l'onde de P, elle est supérieure à 0,12 millisecondes. Donc voilà, et on va voir dans le même tracé ce qu'on appelle une hypertrophie biatriale. Donc on va avoir une hypertrophie auriculaire, c'est-à-dire une amplitude très élevée, une durée aussi allongée. Donc si la durée elle est allongée, ça c'est facile, on pourra le comprendre parce que l'oreillette droite est là par exemple, et l'influx va passer de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Donc, parce que le nœud sinusal il se situe au niveau de l'oreillette droite. Donc, s'il y a une hypertrophie auriculaire gauche, l'influx va prendre plus de temps. C'est pour cela qu'on parle de l'allongement de l'onde de P qui signifie l'hypertrophie auriculaire gauche. Par contre, si il y a une hypertrophie oculaire droite, les amplitudes sont élevées. C'est pour cela l'amplitude de l'onde de P, elle est élevée, supérieure à 2,5 mm. Voilà deux exemples. Donc, c'est clair. Vous allez voir des ondes de P géantes avec une amplitude supérieure à 2,5 mm, HAD, ou bien la durée, elle est supérieure à 3 petits carreaux et on parle d'une hypertrophie auriculaire proche. Les troubles de la conduction oculo-ventriculaire, donc cela fera l'objet du cours aussi de demain. Donc demain, nous allons avoir 2 cours. Je vais essayer ça ne serait pas possible de programmer un cours le matin et un cours l'après-midi. Pourquoi? Parce que le matin, j'ai des malades programmés pour des interventions. Donc, je vais essayer de les programmer à partir de midi, premier cours, et deuxième cours possible à 13 heures. Sinon, on va enchaîner les 2 cours en même temps et on fera une petite pause entre les 2 cours. Donc, le premier cours, je vais peut-être le programmer à partir de midi, espérant que j'aurai terminé mes malades avant pour faire le cours. Alors, ça fera l'objet du cours de demain. Donc, on a les BAV. Donc, l'espace PR, il est compris entre 120 et 220 millisecondes, ou bien 0,12 et 0,2 secondes. S'il est supérieur à 200 millisecondes, on parle de l'allongement du PR et on rentre dans les blocs oculo-ventriculaires. Donc, on a 3 degrés. On a le premier degré, allongement progressif de l'espace PR. Et on a le deuxième degré. Il y a des ondes de P qui sont bloquées, qui ne sont pas conduites vers les ventricules. Et on a, dans le deuxième degré, on a 2 types. On a le Mobitz 1. Il y a la période, ce qu'on appelle de Leucian-Québec. Donc, on a l'allongement de l'espace PR jusqu'à le blocage de l'onde de P. Et on a le Mobitz 2, où le PR, il est constant, mais il y a des ondes de P bloquées. Le PR, il peut être allongé ou bien normal. Le troisième degré, c'est une dissociation complète des oculo-ventriculaires entre les oreillettes et ventricules. Donc, on a les oreillettes qui travaillent à leur propre compte et les ventricules qui sont dissociés par rapport aux oreillettes. Donc, c'était en rapport avec le trouble de la conduction, mais par contre, si le PR il est court, il y a aussi une anomalie. Donc, ce n'est pas normal. Si le PR il est court, on a ce qu'on appelle une préexcitation. Ça veut dire quoi, une préexcitation? Ça, c'est une pathologie congénitale, donc génétique. Le sujet, il est en bonne santé, il n'a rien. Il a sauf un faisceau, ce qu'on appelle accessoire en plus. Donc, dans l'état normal, la seule voie de conduction entre les oreillettes et les ventricules, c'est le nœud oculo-ventriculaire et le faisceau de His. Mais parfois, c'est pas fréquent, c'est 1% de la population, on a un faisceau accessoire.
ça, ce qu'on appelle le faisceau de Kent. Il y a d'autres faisceaux, le faisceau de Mayen, mais le plus fréquent, c'est le faisceau de Kent. C'est un faisceau accessoire qui va relier les oreillettes vers les ventricules. Il n'a pas les mêmes caractéristiques du nœud oculoventriculaire. Donc la conduction ici, elle se fait directement et rapidement. Par contre, le nœud oculoventriculaire, il a ce qu'on appelle la capacité décrémentielle. Donc il va enregistrer l'influx et il va le retarder pour le lancer vers les ventricules. Dans cette situation, il va y avoir ce qu'on appelle un PR court. Donc, là, parce que la conduction, elle est rapide, elle passe vers la voie accessoire et il va avoir une sommation de l'influx. Donc, l'influx va passer par la voie accessoire et par le nœud oculoventriculaire. Donc, une sommation de l'influx. Donc, il va y avoir un court, un élargissement des complexes QRS. Donc, les complexes QRS sont larges avec un de la branche ascendante de QRS qu'on appelle l'onde de delta. Ça, c'est ce qui signifie ce qu'on appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White ou bien le syndrome de VPV, WPW. Une préexcitation ventriculaire, ça, c'est grave, bien sûr. Dans certaines situations, il peut causer une mort subite si on a une réentrée vers l'auricule qui passe. Donc, les malades ils vont présenter ce qu'on appelle une tachycardie. Il va y avoir une réentrée, une tachycardie supraventriculaire à QRS fin ou bien à QRS large, soit orthodromique ou bien antidromique. On va détailler aussi ça demain. Donc, ou bien dans la situation, on a une super Wolff, donc on a une arythmie supraventriculaire et il y a l'influx, il va passer rapidement vers les ventricules, donc il peut provoquer une tachycardie ventriculaire rapide et grave qui pourra dégénérer vers une fibrillation ventriculaire et on pourra avoir un arrêt cardiaque, surtout à l'effort. Donc c'est pour cela. D'ailleurs, actuellement, on n'autorise pas la pratique sportive sans réaliser un ECG pour éliminer ces anomalies congénitales, d'avoir accessoires, de syndrome QT non congénital et d'autres anomalies pour éviter les troubles du rythme cardiaque pouvant être mortels dans la première manifestation. Donc, la première manifestation, elle pourra être un trouble du rythme cardiaque mortel. Les hypertrophies ventriculaires. Donc, on a ici des indices à calculer. Donc, on utilise généralement l'indice de Sokolov. Donc, l'indice de Sokolov, c'est S en V1 plus R en V5 ou bien V6. On prend la plus importante. Donc, s'il est supérieur à 35, c'est le sujet de plus de 45 ans. Généralement, moins de 45 ans, on exige une amplitude à 45 mm de mercure, donc 45 mm, pardon. Donc, s'il est supérieur à ces cutoffs, donc on parle d'une hypertrophie ventriculaire gauche. On a l'indice de Lewis aussi, et on a l'indice de Grobner. Donc, on a plusieurs indices qui sont plus pour la théorie et la recherche. Donc, dans la pratique quotidienne, on utilise plus l'indice de Sokolov et l'indice de Cornell. Donc, l'indice de Cornell, c'est R en AVL plus S en V3. Donc, chez l'homme, s'il est supérieur à 28, on parle d'une HVG. Chez la femme, s'il est supérieur à 20, on parle d'une HVG. Voici un exemple. Donc, on ne va pas s'arrêter ici. On va calculer les indices. Donc, si on va en trouver avec un Sokolov, par exemple, allongé supérieur à 45 ou bien supérieur à 35, c'est le sujet plus de 45 ans. Donc, on va dire qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Mon diagnostic ici, il n'est pas complet. Donc, je dois dire si elle est de type systolique ou bien si elle est de type diastolique. Et pour cela, je vais vérifier la repolarisation. Si la repolarisation en V5 et V6, elle est positive, donc on parle d'une HVG de type diastolique. Maintenant, si on a une repolarisation négative, une onde de T négative, on parle d'une HVG de type systolique. Voilà un exemple. Donc ici, les indices ils sont très élevés. On a un Sokolov très allongé. Donc je vérifie V5, V6. J'ai une repolarisation négative. Donc il y a une hypertrophie ventriculaire gauche de type, ici, de type systolique.
Voilà, les critères d'une HVD, donc c'est simple. Donc, je vais une onde R positif et on a un rapport R sur S supérieur à 1 en V1, donc on conclut vers une hypertrophie ventriculaire droite. Parfois, on pourra céder aux indices de Lewis. S'il est inférieur à moins 14, on pourra aussi parler d'une hypertrophie ventriculaire droite. Et bien sûr, ici, il y aura une déviation axiale vers la droite. Un exemple d'une HVD, donc vous voyez ici en V1, il y a une onde de R ample et très importante, donc qui correspond à une hypertrophie ventriculaire droite. Les troubles de la conduction ventriculaire, intraventriculaire, je passe rapidement, ça fera l'objet du cours de demain. Donc, il y a les blocs de branche incomplets et complets. On a le bloc de branche droit. Et on a aussi le bloc de branche gauche. Et on termine par les anomalies de la repolarisation. On a l'ischémie. La polarisation, c'est le segment ST long de T. Donc, on va rechercher ce qu'on appelle l'ischémie, la lésion et l'infarctus ou bien la nécrose. Et pour cela, vous avez des territoires ECG que vous devriez connaître par cœur, ça. On a le territoire, par exemple, antérocepteur apical, le territoire antérieur, le territoire inférieur. Vous avez tout ça en détail dans le cours. Je vais vous donner les cours. Vous devez vérifier pourquoi, parce que on ne pourra pas parler d'une ischémie ou bien d'une nécrose ou bien d'une lésion sans parler du territoire. Et pour qui a une nécrose ou bien une ischémie ou bien une lésion, il faut avoir deux dérivations dans le même territoire qui sont pathologiques. Par exemple, si j'ai une onde de T positive en V2 et V3, c'est dans le même territoire, donc j'ai une ischémie sous-épicardique dans ce territoire. Et c'est pathologique. Par contre, si je trouve une seule dérivation où il y a une onde de T négative ou bien un sous-décalage, on ne confirme pas la pathologie. Et bien sûr, pourquoi les territoires? Parce que pour chaque territoire, on a une artère occluse. On a une artère occluse, on va voir tout ça, vous allez voir tout ça dans le syndrome coronarien aigu. Et chaque territoire, si on a une obstruction d'une artère coronaire, donc on aura des signes ECG dans ce territoire et ce territoire, il va nous orienter vers l'artère coronaire occluse, par exemple, en antéroseptale, il y a l'IVA moyenne. Donc, en coronarographie, pour rechercher l'artère occluse, nous allons directement vers l'interventriculaire pour la traiter. Donc, voilà, donc il y a une nécrose. Le nécrose, c'est un muscle qui est nécrosé, mort. Aux alentours de la nécrose, on a une lésion. La lésion, sans traitement, elle va évoluer vers la nécrose. Si on traite rapidement, on pourra récupérer ce myocarde. Et on a une partie à l'extérieur, l'ischémie, avec les traitements, on pourra récupérer aussi ce myocarde. Sur comment ils sont les signes sur le plan ECG, on a l'onde de Q. L'onde de Q, si elle est pathologique, elle va nous orienter vers la nécrose. Le segment ST, s'il est pathologique, on a une lésion. L'onde de T, c'est plutôt l'ischémie. Et on a deux couches, on a les couches sous-épicardiques et les couches sous-endocardiques. Les couches sous-endocardiques, c'est à l'intérieur de la paroi cardiaque. Les couches sous-épicardiques, la partie extérieure. Et on a plusieurs types d'ischémie ou bien de lésions. On a la lésion sous-épicardique. La lésion sous-épicardique, ça signifie quoi sur le plan ECG? Ça signifie qu'il y a un décalage. Donc, le segment ST, il est sus-décalé. Donc, on parle d'une lésion sous-épicardique. Si on a un sous-décalage du segment ST, donc on a une lésion sous-endocardique. Donc, ça, c'est en rapport avec le segment ST. Maintenant, l'onde de T, on parle d'une ischémie sous-endocardique si on a une onde de T ample et positive. Une onde de T négative, elle signifie une ischémie sous-épicardique. Donc, vous allez trouver la méthode la plus facile pour vous pour apprendre ces deux paramètres qui sont faciles. Ça vous paraît au début difficile, mais avec la pratique et l'exercice et l'entraînement, ça va devenir facile. Voilà, donc l'onde de par D, c'est quoi l'onde de par D? C'est un sus-décalage du segment ST qui englobe l'onde de T.
Il survient dans les heures, les plus premières heures de l'infarctus du myocarde. Donc, je répète, une onde de T positive, c'est une ischémie sous-endocardique. Une onde de T négative, c'est plutôt une ischémie sous-épicardique. Un sus-décalage du segment ST, c'est une lésion sous-épicardique. Un sous-décalage du segment ST, une lésion sous-endocardique. Lorsque vous interprétez un ECG, il ne faut pas dire il y a un sus-décalage du segment ST. Oui, il faut commencer par ça, mais il faut compléter en rapport, par exemple, un sus-décalage du segment ST dans le territoire postéro-inférieur D2, D3, AVF, en rapport avec une lésion sous-épicardique. Parce que le sus-décalage, c'est une lésion sous-épicardique. Donc, il faut terminer l'interprétation, il faut dire que c'est une lésion sous-épicardique. Voilà. L'onde de Q de nécrose, elle est pathologique si elle est large, donc elle dépasse un petit carreau, et si elle est profonde, elle dépasse un tiers de l'onde de R. Donc, comme l'exemple est ici, dans le premier exemple, il y a une petite onde de Q, mais elle n'est pas pathologique, donc je ne vais pas dire qu'il y a une nécrose, mais par contre, dans le CG de la partie inférieure des diapos, il y a des ondes de Q qui sont importantes dans D2, D3 et AVF, et c'est des séquelles, on parle ici de séquelles de nécrose dans le territoire inférieur, voilà, D2, D3 et AV. Donc, c'est ça l'onde de Q pathologique. Bien sûr, pour l'IDM ou bien le syndrome coronarien avec sus-décalage du segment ST, il y a ce qu'on appelle une cinétique. Donc, au premier temps, il y a le sus-décalage. Après le sus-décalage, il va régresser. Il y aura l'installation de l'onde de T, donc l'ischémie sous-épicardique, et les ondes de Q, ils vont se creuser. Ça, en l'absence de traitement. Donc, c'est pour cela on va traiter, on va aller voir ça dans le cours des syndromes coronariens aigus. Nous devons traiter dans les premières heures pour éviter la nécrose myocardique. Donc ça, c'est les différentes CG des malades qui présentent un syndrome coronarien aigu. Et vous voyez que ici, le diagnostic, il est fait uniquement par le CG. Donc une douleur thoracique avec le CG qui montre, comme en voyant ici, à H2. H2, ça veut dire à 2 heures de début de la douleur, des ondes de part des géantes en antérieur étendu ici, avec des images en miroir. Donc ça, c'est une urgence en cardiologie. On devrait traiter rapidement, on va hospitaliser, on va entamer un traitement de reperfusion pour sauver le myocarde, parce qu'ici, il y a une artère bouchée, donc le sang, il n'arrive pas, on va déboucher cette artère pour sauver le myocarde et pour traiter le patient. Vous voyez qu'il y a une cinétique dans l'évolution de l'ECG, donc à H6, il y a la régression du ST et l'installation des ondes de Q de nécrose. Et par la suite, il va y avoir l'installation des ondes de T négatives. Voilà, donc je resterai toujours disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via cette plateforme. Voilà. Donc le cours d'aujourd'hui, on a terminé ce cours. Nous allons demain, nous allons toujours continuer avec le CG. Nous ferons les troubles de conduction et les troubles du rythme. Il y a des questions? Monsieur. Oui, monsieur. Il y a des questions? Oui. Monsieur, si on veut analyser un tracé ECG, est-ce que c'est suffisant de vérifier juste les graphes tracés par les dérivations V4, V5, V6 ou bien toutes les dérivations? J'ai pas entendu. Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, si on veut analyser un tracé ECG, est-ce que c'est suffisant D'accord. de vérifier les graphes tracés par les dérivations V4, V5, V6? Est-ce qu'on vérifie? Je ne vous entends pas bien. Est-ce qu'on vérifie en V5, V6 quoi? Malheureusement, j'ai pas entendu votre question.
D'accord, vous pouvez écrire ça en conversation. Il n'y a pas d'autres questions? D'accord, bon courage.